Chers amis, bonjour. ActuBassin TV est heureuse de vous présenter une nouvelle émission sur la filière bois. Le bois a une importance capitale pour notre économie, pour notre environnement, mais aussi pour l'emploi. Pour cela, je suis accompagné par deux personnes, Bruno Lafont et Christian Ribes, qui vont se présenter. Donc Bruno Lafont, en plus de mandat politique en tant que maire de Biganos, mais aussi président de la communauté de communes du Bassin Nord, vous avez aussi des responsabilités sur la filière bois. Pouvez-vous nous en dire plus ? Mais d'abord, je vous dirais que je suis arrivé dans les responsabilités dites communales ou intercommunales grâce à la forêt. Parce que dans les années 99, lorsque la tempête a eu lieu, le maire de Biganos avait été très malmené par les habitants et on lui reprochait que c'était à cause de lui que l'eau de la forêt était arrivée jusqu'en ville. On a vu d'ailleurs depuis dans d'autres circonstances que c'est arrivé. Donc je dois à la forêt mes responsabilités. Et donc aujourd'hui, j'ai une des responsabilités, et c'est ce qui m'amène d'être ici ce matin, en tant que président d'une interprofession qui s'appelle Fibois Landes de Gascogne. Alors on va vous l'expliquer tout à l'heure, et Christian Ribes qui est à mes côtés est le responsable de l'autre interprofession, et il faudra bien qu'un jour il n'y ait plus qu'une seule interprofession, mais l'histoire de la lande, si on peut dire, et du pain maritime, et puis de ces massifs forestiers, font que la forêt de notre région n'est pas la même forêt que toute la France. Et donc, nous sommes encore avec deux interprofessions, et connaissant Christian, nous devrions arriver à nous entendre dans les années à venir, et les mois peut-être, si on peut faire plus vite. Alors Christian Ribes, briviste et corrézien de cœur, quelle est votre fonction au niveau de la Fibois ? Donc moi je suis président de l'interprofession de la région Nouvelle-Aquitaine, donc l'interprofession qui réunit les 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine et l'interprofession Fibois Nouvelle-Aquitaine qui va de la graine jusqu'au bois transformé dans tous ses états, quels qu'ils soient, mais je pense qu'on va développer au cours de cette émission, quoi. Tout à fait. Alors la filière bois en quelques chiffres, sachez que la région Nouvelle-Aquitaine est la première région de France sur la filière bois. Mais sachez aussi qu'en plus, c'est la première région d'Europe sur l'exploitation forestière. Dans ce domaine-là, nous avons un potentiel avec une opportunité d'évolution à deux chiffres, puisque la filière bois sur la région Aquitaine réalise un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards d'euros, mais à territoire équivalent, en Autriche notamment, l'Autriche a un chiffre d'affaires sur la filière bois de 80 millions d'euros. Donc cela va nous permettre de connaître, de mieux apprécier quelles sont les opportunités pour l'économie, pour l'emploi, mais aussi surtout pour notre environnement. La filière bois occupe 26 000 entreprises, mais aussi 56 000 emplois. Donc je vais commencer par laisser la parole à Bruno, qui lui aura plus une représentativité territoriale, et vous l'avez compris, Christian Ribes, lui, va rayonner sur un domaine géographique un peu plus élargi, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, que peut-on dire sur l'économie et la filière bois, monsieur Bruno Lafont ? Bon, d'abord, vous l'avez très bien dit, après les vins de Bordeaux, c'est la deuxième activité sur les territoires et sur la Nouvelle-Aquitaine. Arrive l'industrie aéronautique derrière. Alors bien sûr, lorsqu'il y a la vente des Rafales à l'Inde, bien sûr, là, on repasse derrière. Mais c'est une industrie importante. Par contre, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que votre comparaison avec les pays comme l'Autriche ou la forêt noire d'Allemagne, à surface égale, si nous avons 56 000 emplois, eux en ont 230 000. Ce que nous avons perdu dans notre région, et Christian Ribes le dira pour la Nouvelle-Aquitaine, nous n'avons plus l'industrie qu'il nous faudrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos bois partent se faire transformer ailleurs et ils ne sont pas transformés sur place. Et ça fait des dizaines et des dizaines d'années que cela se passe. Et c'est une difficulté pour nous parce qu'il y avait un potentiel considérable sur cette région qui existe toujours. Donc nous ne perdons pas espoir parce que si nous sommes nous ici ce matin, c'est que nous avons ces responsabilités. C'est parce que nous y croyons et on doit pouvoir aujourd'hui avoir des usines qui viennent s'installer ou qui puissent être plus importantes pour celles qui sont ici déjà présentes, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup à faire avec le bois, à travers la chimie verte, mais également avec la reconstitution du bois. Aujourd'hui, aux États-Unis, un pays anglo-saxon, on prend le bois, on le met en petites plaquettes, et puis on le reconstitue, et on sort du bois au kilomètre. Donc, si vous voulez, ce sont des professions, des métiers, des industries qui pourraient venir, et malheureusement, c'est un peu difficile, et alors qu'il y a un potentiel considérable sur cette matière, qui est une pompe à carbone, mais on le verra tout à l'heure sur l'environnement, mais en termes d'industrie, écoutez, c'est pas mal. Par rapport à d'autres massifs, il faut le savoir ici, c'est un massif qui est sécurisé.
Le Portugal a perdu ses industries parce qu'ils ont perdu, avec des feux de forêt, leur capital forêt. L'Espagne s'en sort encore un peu. Mais nous, il faut le savoir, mais il faut être toujours très attentif. Mais l'industrie devrait être plus présente, et c'est notre travail de tous les jours, de soutenir ceux déjà qui sont ici présents, et Dieu sait si c'est difficile, et puis de voir ce que l'on peut faire pour l'avenir. Alors, Christian Ribe, je sais qu'il y a des relations État-région sur cette problématique, puisque je crois qu'on peut commencer par dire que la France est très en retard. Oui, alors effectivement, la France est très en retard, puisque après, bon, je l'ai pas précisé, mais je suis président de l'interprofession pour la Nouvelle-Aquitaine, et il y a 12 interprofessions régionales en France, et donc qui sont fédérées autour de France Bois Région, qui va très bientôt s'appeler Fibois France, et je suis le président également de Fibois France. Donc j'ai cette vision également nationale. Donc globalement, la France, effectivement, est en retard, mais proportionnellement, la Nouvelle-Aquitaine est plus en retard que le reste de la France. Et notamment, nous avons 2 ou 3 régions avec qui nous challengeons fortement. C'est le Grand Est, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, qui sont plus dynamiques en matière de réindustrialisation. Puisque, effectivement, le thème est d'actualité. On parle de relocaliser, de réindustrialiser, et nous en avons besoin dans le domaine de la filière bois, puisque on a parlé de chiffres tout à l'heure, notamment par rapport à l'Autriche, puisque c'est un territoire qui est vaste comme la Nouvelle-Aquitaine, en surface géographique. Bruno Lafont a parlé du nombre d'emplois, mais moi je parlerai de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée, puisque ce qui nous intéresse principalement, c'est le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée. C'est 8 fois le chiffre d'affaires de la filière bois en Nouvelle-Aquitaine, l'Autriche. Donc on a un potentiel qui est considérable. Et donc je pense que si on parle relocalisation, si on parle innovation, je crois qu'on a notre carte à jouer. On a vu dernièrement, avec le problème Covid, la pénurie de masques. Peu de personnes savent que les masques, comme d'ailleurs tous les équipements à usage unique qui sont utilisés par le personnel soignant, le personnel médical, c'est issu de nos forêts. Oui. Eh bien, nous n'avons rien en France pour fabriquer cela. Paradoxe. On est dépendant des autres pays, puisque aujourd'hui, c'est ce que disait Bruno Lafont tout à l'heure, on vend notre matière première à l'état brut, très souvent à des pays étrangers, alors qu'il faudrait la transformer en premier lieu en France. Je prône qu'on la transforme le plus près possible de là où elle a poussé, donc c'est-à-dire en Nouvelle-Aquitaine. Et si on transforme notre matière première en Nouvelle-Aquitaine, on va créer des nouvelles usines, on va créer des nouveaux emplois, et on va peut-être aussi faire de l'innovation, parce qu'il faut peut-être travailler autrement qu'il y a 10, 20, 30 ou 40 ans. Alors, 97% de notre territoire est détenu par des propriétaires privés. Oui. Et il y a 26 000 entreprises. Est-ce qu'on peut compartimenter un petit peu ces secteurs d'activité parmi ces 26 000 entreprises? Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va de la petite graine jusqu'à la transformation finale, la chimie, etc. Dans quel domaine nous avons le potentiel rapidement le plus développable? Alors, premièrement, je dirais que contrairement à ce que pensent nos gouvernants, l'emploi ne se décrète pas. Oui. La création d'une usine ne se décrète pas. Il faut d'abord qu'il y ait un marché, et il faut que le marché soit prêt à accepter le produit qu'on va leur mettre entre les mains. Je pense que ce qu'il y a qui me semble très important, c'est un changement de mentalité de l'opinion publique, c'est-à-dire que l'on soit simple citoyen ou que l'on soit élu, c'est d'avoir le réflexe de consommer local, de consommer régional, et de demander la provenance de ce que l'on mange ou de ce que l'on utilise. Et c'est ça qui me semble. Et si on a ce basculement de l'opinion publique pour dire « je veux consommer régional », eh bien, à ce moment-là, on va créer la dynamique et on va créer le besoin, et des usines vont venir s'implanter sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, Bruno Lafont, vous êtes acteur politique, c'est un message qui est clair. Quelles sont les opportunités pour nos communes ou notre territoire? Alors, d'abord, on a souffert très longtemps du complexe de ne pas utiliser la matière d'ici. D'abord parce que
les bois ici, dès l'instant où ils sont dans un marché d'industrie, les industriels prouvent que le bois ne vaut pas grand-chose et donc on lui trouve toutes les maladies possibles. Ça, c'est la première des choses. Mais aujourd'hui, on peut avoir un développement et il faut être fier des produits. La difficulté que nous avons dans cette société en France, c'est que ce sont les mêmes qui vont dans des grandes marques d'ameublement parce qu'ils veulent acheter des meubles en bois, qui ne sont bien sûr pas fabriqués ici en France. Ils veulent des maisons avec du bois, mais ils ne veulent plus qu'on coupe les forêts. Oui. Donc déjà, on a déjà cette difficulté où il faut qu'on explique à nos concitoyens qu'il faut recréer un lien et que l'arbre n'existe pas tout seul. La forêt est une pompe à carbone extraordinaire et c'est également un cercle vertueux. Puisqu'on coupe, on transforme, ça stocke le carbone et ça revient. On le voit, si vous faites du papier, bien après il est recyclé, les meubles peuvent être recyclés. Donc si vous voulez, ceci est important. Pour les pouvoirs publics, ce qui a été très difficile, c'est qu'en France, on est très fort pour mettre des limites, des contraintes, et on a plus souvent utilisé bois du Nord que bois local. Donc là, on a la chance, nous, d'avoir ici dans notre région un conseil régional qui est très attentif à ce genre de message et nous sommes en train de travailler tous ensemble pour essayer d'écrire bois local. Parce que comme ça, c'est pas ni du pin, ni du peuplier, ni du Douglas, ni ici, ni là, ça sera le bois local. C'est ce que vient de dire Christian Ribes, le plus près possible de l'utiliser. Et donc, là, on peut peut-être avoir l'espoir qu'il y ait d'une transformation qui se fasse localement. Aujourd'hui, nous avons des immeubles qui sont construits avec du bois, dans la région métropolitaine de Bordeaux, si vous voulez, mais il y a très peu de notre bois d'ici. Donc, si vous voulez, c'est un paradoxe où nous sommes la première région à faire des immeubles de grande hauteur avec du bois, mais avec très peu de bois d'ici. Alors, il y en a un peu, mais il n'y en a pas suffisamment. Et donc ça, je pense aujourd'hui que petit à petit, on commence à faire entrer. Le conseil départemental des Landes est très attentif là-dessus aussi. Ils font des efforts. Mais vous savez, ça ne se transforme pas du jour au lendemain. Des habitudes qui sont prises depuis très longtemps. Et donc, c'est petit à petit. Et c'est justement le but de ces interprofessions, de pouvoir aujourd'hui expliquer au pouvoir public, expliquer à nos concitoyens, d'abord qu'il faut utiliser ces matières qui sont ici. Et il faut que nos politiques, on l'utilise le plus possible. Moi-même qui ai les responsabilités, vous savez, c'est excessivement dur. Vous savez, l'histoire des 3 petits cochons a fait très mal en France. Et donc, construire avec du bois, vous passez pour des huberlus, quoi. Oui. Moi, depuis que je suis responsable, j'ai essayé de faire des bâtiments avec du bois, et pas forcément du pin maritime d'ici. L'essentiel, c'est qu'il y ait du bois. Christian pourra expliquer ce que fait France Bois Région aujourd'hui, avec un concours national, régional, pour qu'on mette en valeur des architectes, etc. Je pense que ça, c'est intéressant de le souligner, mais parce qu'il faut absolument montrer qu'il y a des énergies fantastiques ici, et qu'il y a des originalités, et que c'est fait avec des produits d'ici. Alors, puisqu'on parle d'essence de bois, le feuillu a aussi une part importante sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Oui, bien sûr. La richesse de la Nouvelle-Aquitaine, c'est justement que c'est non seulement la plus grande région française en matière forestière, mais c'est la seule région française où nous trouvons toutes les essences de bois qui sont présentes en France. Et ça, c'est aussi bien en résineux qu'en feuillu. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a une complémentarité entre les essences. Et notamment, les feuillus, on va leur trouver beaucoup de vertus. La première des vertus, je dirais, en Nouvelle-Aquitaine, c'est la vertu œnologique. Oui, puisque c'est le chêne, tout le monde connaît l'usage du chêne et le façonnage du vin, oui. Mais on va avoir également des choses que nous exportons très bien et qui sont très utiles également en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce qu'on appelle les galivelles. Donc là, ça se fait grâce aux châtaigniers. Les galivelles, ce sont les espèces de palissades en bois, oui, que l'on installe pour retenir les dunes. Et là, la France est le premier producteur de galivelles. Donc, ça donne des opportunités pour l'export. Il y a des possibilités pour l'export, sauf qu'il faut qu'on passe du stade artisanal au stade industriel. Nous avons la ressource. Nous avons ensuite du hêtre. Nous avons beaucoup de peupliers. Le peuplier qui est une essence extraordinaire, notamment en alimentaire, puisque vous savez qu'il est prévu, j'espère que nous irons jusqu'au bout, qu'on interdira tout ce qui est fourchette, touillettes en plastique, etc. Le seul matériau qui puisse remplacer ça, c'est le bois. Oui. Et en quoi on va le faire? On va le faire en peuplier. Oui.
Donc le peuplier va être aussi intéressant. Donc pour emballer tous les produits de luxe. Je pense aux huîtres, bien évidemment, chez nous, mais on va parler également des fromages, de plus en plus des produits de luxe. On les emballe dans du bois. Oui. On ne pense pas à une bouteille de vin qui ne soit pas une bouteille de vin prestigieuse dans un coffret en bois. Ça me semble une évidence. On ne va pas mettre de plastique, on ne va pas mettre autre chose. Retour en arrière également, il y a 10 ans, on a interdit aux bouchers ou dans l'alimentaire d'utiliser des billots en bois. On leur a fait retirer les billots en bois pour leur mettre des billots en plastique. Oui. Les dernières études... Pour des raisons sanitaires. Oui, les dernières études démontrent que le plastique, c'est un nid à microbes. Chaque fois que l'on donne un coup de couteau dans du plastique, c'est une fente qui est indélébile et les microbes se logent à l'intérieur. Le billet en bois, le bois restant vivant toute sa vie, le bois est naturellement bactéricide. D'accord. Et bien maintenant, on fait machine arrière. Alors, en ce qui concerne donc les nouvelles essences, les feuillus notamment, je sais qu'il y a des études qui sont faites au niveau de notre territoire pour diversifier un petit peu nos productions. Alors effectivement, il y a des études qui sont faites pour diversifier les productions. Je dirais que ce n'est pas tellement diversifié puisque, en fait, il y a en France 9 essences de bois essentielles qui font 90% ou 95% du chiffre d'affaires de la filière bois. Nous les avons chez nous en Nouvelle-Aquitaine. Simplement, ces dernières années, nous avons une modification climatique et nous sommes obligés aujourd'hui de travailler sur l'adaptation de nos essences au réchauffement climatique. C'est surtout ça qui est important. Et là, ce qui est très intéressant, parce que Bruno Lafond ne l'a pas dit dans les mandats qu'il a, mais il est également président du CRPF. Et donc là, le CRPF, c'est dans ses missions de s'occuper de cette partie-là. Passons au deuxième thème qui concerne l'emploi. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la région Nouvelle-Aquitaine occupe 56 000 emplois. Mais si nous avons retenu le fait que nous avons un potentiel qui peut aller de 1 à 8, faisons ce calcul très simplement. Cela veut dire que pour nos jeunes, nous avons des opportunités d'emploi très intéressantes. Cela va de la culture, cela va aussi pour la transformation, pour les charpentes, pour la menuiserie, pour les emballages et pour le numérique. Ce sont de nouveaux métiers qu'il faut développer. Qu'est-ce qu'on peut dire, Bruno Lafond, parce que l'apprentissage, c'est quelque chose de vital et la formation pour faire évoluer les compétences au niveau de notre économie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce thème-là? D'abord, il faut valoriser les métiers. Quand les tempêtes sont arrivées, à la première tempête notamment en 99, nous n'avions ici dans la région que des bûcherons. Il y avait très peu de machines, il y avait 2-3 machines. Quand les Scandinaves sont arrivés avec leurs machines, tout le monde les regardait avec des yeux extraordinaires. Et on a dit, ça va être la mort du bûcheron, on va supprimer. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que lorsqu'il y a une machine, il y a pratiquement 5 emplois. Oui. Parce qu'il y a les techniciens pour la tête d'abattage, il y a les techniciens pour le moteur, il y a les techniciens pour l'informatique, puisque tout ça est aujourd'hui, à mesure qu'il coupe, il transmet à l'usine la quantité de bois qu'il coupe. C'est numérisé. Donc, si vous voulez, il y a un nombre de métiers qui sont autour. Bien sûr qu'il y a encore des bûcherons, mais il y a une technicité. Et là aussi, l'apprentissage, qui était une compétence du conseil régional, a fait beaucoup avec des lycées où ils ont acheté du matériel moderne. Justement. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés pour trouver des jeunes qui viennent dans ces métiers. D'abord parce qu'on n'en parle pas assez, on ne le valorise pas assez. Au contraire, on le dénigre. Et donc, aujourd'hui, c'est une des difficultés. Donc, on a des grosses industries qui soutiennent ce genre d'activité et nous avons besoin de continuer à travailler. Alors, bien sûr, la réforme de l'apprentissage va peut-être nous éloigner un peu, mais il faut absolument continuer parce que les métiers sont importants. Vous savez, une usine, là, vos studios sont ici à Biganos. Smurfit, c'est 420 personnes dans l'usine. C'est 3500 personnes autour. Parce qu'il y a les personnes qui alimentent en sous-traitance. Donc c'est énorme. Ça, c'est une unité. Mais quand vous avez la même à Mimizan, lorsque vous avez même dans un autre département, en Corrèze ou ailleurs, ben on le voit bien aussitôt. Mais c'est une diversification de métiers. Et tout ça, si vous voulez, ça ne se sait pas. Parce que la forêt, la difficulté que nous avons avec Christian, c'est que les gens croient que la forêt, d'ailleurs, ça commence à être un problème, parce que les gens considèrent que c'est un bien commun. Mais absolument pas un bien commun. Non. Il y a toujours un homme ou une femme, qu'elle soit privée ou publique, derrière les forêts. Oui. Ça ne vient pas tout seul. Et donc, il y a des milliers de métiers.
et ça a été évoqué. Et on pourrait passer des heures à expliquer toutes ces qualités et toutes ces capacités et tous ces métiers qui sont ici disponibles. Et beaucoup de jeunes trouveraient, je dirais, chaussures à leurs pieds dans leurs capacités. Et aujourd'hui, on commence, ça va de mieux en mieux, mais nous avons besoin également, là aussi, de diffuser et de faire savoir et de montrer. Et il y a des métiers fantastiques. Alors, Christian Ribes, là, vous avez-vous une audience au niveau de l'État, de la région? Que pouvez-vous évoquer sur ce thème-là? Déjà, je voudrais compléter un peu les propos de Bruno Lafont, puisque, effectivement, la filière bois, c'est pas uniquement la forêt, c'est pas uniquement les métiers, j'allais dire, de plein air. Parce qu'après, il y a tous les métiers d'ingénierie, tous les métiers de l'industrie. D'études. Mais aujourd'hui, un architecte spécialisé en construction bois fait partie de la filière bois. Ouais. Ils sont adhérents de Fibois Nouvelle-Aquitaine. Et ce sont des gens qui... C'est des nouvelles compétences. Ouais. Puisque jusqu'à ces dernières années, la construction bois n'était pas enseignée, ou très peu enseignée, dans les écoles d'architecture. Donc il y a également tout ce qui est bureau d'études. Il y a également tout ce qui est chimie, tout ce qui est innovation, tout ce que nous on va faire demain à partir du bois et à partir des connexes de bois, puisque la particularité du bois, c'est un petit peu comme le cochon, c'est qu'il y a zéro déchet. Il n'y a pas de déchet de bois. Le terme déchet n'existe pas dans le mot bois, puisque 100% du bois est utilisé. C'est vrai. 50% de l'arbre qui pousse dans une forêt est transformé en parallélépipède. Les 50% restants, que l'on appelle des connexes, eux sont transformés en différents usages, notamment le papier, mais également aujourd'hui on parle de chauffage écologique et de plus en plus de chauffage avec des granulés de bois ou des pellets, avec le terme anglais. C'est fait avec des coproduits, des connexes de scierie. Donc c'est important de dire que tout est revalorisé. Et dans l'innovation que nous allons avoir demain, dans l'écorce de bois, nous avons trouvé des molécules qui étaient particulièrement intéressantes à des fins médicamenteuses, à des fins cosmétiques, à des fins nutritionnelles. D'accord. Alors, que peut-on dire aux jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, pour être concret, quels sont les événements, quelles sont les actions, quels sont les moyens qu'on peut mettre, informatifs surtout, pour faire connaître à ces jeunes cette magnifique opportunité, ces magnifiques opportunités? Notre monde est en complète mutation. Les métiers d'hier vont disparaître, des nouveaux métiers vont s'ouvrir. Filière bois, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, Bruno Lafont l'a dit tout à l'heure, nous sommes le deuxième employeur. On en parle très rarement de la filière bois. On parle beaucoup plus de l'aéronautique, effectivement, des contrats de rafale. Même si les avions sont aujourd'hui cloués au sol. Et les avions sont cloués au sol, et on peut se poser la question sur l'usage des avions de chasse. Mais la filière bois, c'est une filière d'avenir, puisque elle va avoir des usages nouveaux qui vont naître dans les mois et les années à venir. Et donc, il faut que les jeunes s'investissent là-dedans et veuillent faire une carrière dans le domaine du bois, mais qu'ils soient manuels, ou qu'il soit intellectuel. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on a tous les niveaux. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'on peut très bien avoir quelqu'un qui va démarrer bûcheron, qui après passera conducteur d'une abatteuse ou d'une récolteuse, et qui ensuite va évoluer puisqu'il va être repéré et puis il pourra très bien rentrer dans un outil industriel, rentrer dans une scierie et faire autre chose. En fait, on peut dire à tous les jeunes que la filière bois, c'est un ascenseur professionnel et social aussi, bien entendu, et qu'il y a des opportunités. Localement, Bruno Lafont, quelles seraient les idées qu'on pourrait développer pour communiquer auprès des jeunes? Alors déjà, nous, ici, au titre de la communauté d'agglomération, nous avons développé un salon tous les ans parce que nous étions aperçus que les gens allaient sur Bordeaux ou dans d'autres régions pour connaître les métiers qu'il y avait ici sur le bassin d'Arcachon, le Val de l'Aire, une partie de la Gironde. Et donc, nous avons créé avec un groupement de commerçants et d'entrepreneurs qui s'appelle CapBN. Il y a également des débats pour le sud du bassin d'Arcachon. Ensemble, un salon pour que les lycéens, les collégiens viennent voir. Et donc, il y a de plus en plus de présentations de ces métiers. Et puis, je pense que nos interprofessions, si les jeunes sont intéressés, peuvent prendre contact avec nous, avec le conseil régional.
Mais Christian l'a très bien dit, Christian Ribes. Ça va du manuel jusqu'à l'intellectuel. Et donc, il y a un potentiel considérable. Et ce sont des métiers de demain, parce que c'est une matière qui est la matière de demain, et en plus qui n'est pas délocalisable. Aujourd'hui, la matière, elle est d'ici. Alors après, on peut lui trouver tous les mots du monde, mais quoi qu'il arrive, nous aurons cette matière. Et aujourd'hui, c'est un potentiel pour l'emploi considérable pour les jeunes. Alors nous communiquerons auprès de vous, nous vous donnerons tous les soutiens qui vous permettront de pouvoir vous intéresser ou de vous informer sur cette nouvelle filière. Troisième thème, et celui-ci est riche, l'environnement. Alors, des chercheurs du CNRS ont publié une étude en juillet 2020 où il y a cette phrase que je trouve très intéressante, que je vais vous citer. Récolter plus dans la forêt à côté de chez moi, c'est le moyen d'investir dans la transition écologique. Alors l'écologie, Bruno Lafont, c'est un thème d'actualité. Oui, d'abord, on le sent déjà bien par rapport au positionnement de la forêt dans les gouvernements, puisque nous étions au ministère de l'Agriculture, et petit à petit, on nous fait transiter vers le ministère de l'Environnement. Donc vous voyez qu'il y a un balancier qui est en train de s'organiser, dont nous faisons très attention, parce que qui dit environnement dit la forêt est belle, il faut la rester. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose par rapport aux essences. Alors, vous savez, les résineuses sont montrées du doigt. Et alors on vous dit, vous savez, les résineux, ça brûle plus que les feuillus. Moi je dis, attendez, stop, il faut d'abord qu'il y ait une cause. Ouais. Parce que quand il y a un grand feu, les feuillus brûlent aussi. Ouais. Bon, donc il faut déjà faire très attention de la façon dont on présente les choses. Ici, dans la région, nous avons la chance d'avoir l'Institut national de recherche agronomique qui a fait plus de 400 essais pour essayer de mettre d'autres essences que le pain maritime dans le sable. Or, on s'est aperçu que cet arbre était là bien plus avant que ne l'a mis Napoléon III, quand il a fait tout l'aménagement de la forêt des Landes de Gascogne. Mais sur d'autres essences, c'est pareil. Les essences se plaisent à certains endroits. Alors, on le voit d'ailleurs quand il y a les couches géologiques, mais vous apercevez en fin de compte que les arbres correspondent aux couches, que ce soit par rapport à l'Autriche, par rapport à la France, par rapport à la Suède, par rapport au massif des Landes de Gascogne. On s'aperçoit que le sous-sol est exactement le même. Et donc, là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut que les personnes qui parlent d'environnement par rapport à la forêt ne soient pas des parlants, mais soient des sachants. Et nous avons souffert, nous, de cette situation où, vous savez, nous sommes des gens tranquilles. Nous, la forêt, elle pousse tranquillement. Et nous n'avons pas forcément été de bons communicants, même auprès des enfants. L'Espagne est beaucoup plus en avance que nous. Dans les écoles, bien sûr, on ne demande pas aux instituteurs de le faire. On demande aux professionnels de s'organiser. Et c'était une des missions du CRPF. Mais vous savez, on a oublié la mission, on leur a fait faire autre chose. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que les enfants disent « Ah, ça les coupe, on coupe les arbres, ça leur fait mal ». Mais non, on explique tout cela. Vous savez, un arbre, ça vit, ça meurt. Et il ne faut pas croire. Et donc, tout ceci, ça vient dans un environnement. Et aujourd'hui, tout le monde le prouve, et je finirai là-dessus sur ce sujet, moi, en ce qui me concerne, les grandes villes sont très contentes d'avoir des grands massifs forestiers autour d'elles, parce que, vous savez, je vous le redis, ce ne sont pas des puits, ce sont des pompes à carbone, et ça, c'est très utile pour avoir un air pur et frais. Alors, puisqu'on parle de pompes à carbone, Christian Ribes, vous avez des choses très intéressantes à évoquer, notamment pour comparer le bois au plastique, au béton, au ciment. Nous avons des indices très intéressants. Alors, la pompe à carbone, pour rebondir dessus, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant, puisque le cycle de l'arbre, tant que l'arbre va être en période de croissance, il va capter du carbone. Donc tous les ans, il va capter du carbone, et à un moment donné, cet arbre, il va arriver à maturité. Et c'est là où nous devons le couper, le récolter, et ensuite... une nouvelle aventure. Ce carbone va rester piégé dans le bois. Et c'est ça qui est très important, puisque c'est la grosse différence entre le bois et le béton. C'est que le béton va aller extraire le carbone de la roche, alors que nous conservons, nous captons le carbone et nous le piégeons. Et c'est ça qui est capital. Et ensuite, là où nous sommes vertueux, et c'est là le caractère renouvelable du bois, c'est qu'à chaque fois que nous coupons un arbre, nous replantons ou nous faisons renaître un nouvel arbre. Tout le cycle infini. Et ça, c'est pour ça, c'est un cercle vertueux et c'est infini. Et il faut veiller justement à ce qu'on replante ou qu'on reboise autant que nous coupons.
Et ça, c'est la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui sur certains territoires où des anciennes forêts risquent d'être coupées au profit d'autres activités qui peuvent être des activités industrielles ou des activités agricoles. Ou des activités résidentielles, puisqu'on le voit aussi, certaines fois on coupe des forêts pour faire du résidentiel ou pour faire des installations de panneaux photovoltaïques également. Avec l'impact que cela peut avoir sur des plaques de réchauffement dans des périodes comme celles que nous vivons aujourd'hui. Absolument. Donc on parlait par rapport à l'écologie. Donc tout le monde sait également que nous devons avoir une transition production d'électricité dans les années à venir. Et donc tout le monde entend parler de biomasse sans savoir qu'est-ce qui se cache derrière le terme biomasse. Mais derrière le terme biomasse, la première des biomasses qui est mobilisable en France, ce sont les connexes de bois qui vont permettre d'alimenter des usines qui vont produire de l'électricité, mais pas que. Elles vont produire de l'électricité, mais elles vont produire de la chaleur, de la vapeur. Et tout ça peut être utilisé par des industries avoisinantes. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Alors Bruno Lafont, vous êtes très attentif à tout ce qui est lié à la survie du bois et vous évoquiez avant l'émission le danger que vous pouvez représenter des intérêts supérieurs, notamment au niveau de l'eau et au niveau de nos nappes phréatiques souterraines. Oui, on a aujourd'hui des sujets d'actualité parce que, comme l'a dit mon collègue, on a aujourd'hui une tentation de venir dans le milieu forestier et récupérer un certain nombre d'éléments parce que d'abord c'est pur et c'est assez beau. Et donc on a aujourd'hui une difficulté notamment avec la métropole de Bordeaux qui voudrait venir chercher une partie de l'eau qu'elle n'a plus suffisamment pour sa consommation sous le terrain de certaines communes du Médoc. Oui. Et donc bien sûr on peut comprendre l'appréhension et la difficulté que peut avoir ce dossier, d'abord de la part des forestiers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient de responsables de communes ou publics, parce qu'on n'a pas l'étude suffisante de savoir quelles pourraient être les conséquences de ce genre de captation, d'initiatives. Alors il y a des initiatives dans d'autres pays, à New York, notamment à Vittel, pour la source de Vittel, mais là ce sont des contrats qui sont passés pour faire en sorte que la forêt prouve que la filtration qui est faite par l'eau est intéressante, mais après, quels sont les rapports entre les premières couches, les deuxièmes couches, la couche quaternaire, etc. Ça sont des études qu'il faut faire, mais bon, ça c'est l'intérêt, si vous voulez, de ce que l'on trouve sous le sol par rapport à la forêt. On le dit ici, le bassin d'Arcachon et les huîtres du bassin d'Arcachon sont particulières, tout ça parce que l'Eyre, cette grande rivière qui fait 220 km, qui capte toutes les eaux du bassin versant de la Lande, mais viennent se jeter. Il y a toujours une source d'eau douce qui vient dans le bassin d'Arcachon. Oui. On l'a vu au mois de mai lorsqu'il y a eu les grandes inondations, le bassin d'Arcachon était devenu un peu jaune, du moins marron, parce que c'était toute cette eau qui était captée, ferrugineuse, qui était captée par l'Eyre, qui venait. Donc ce sont des particularités. Et une fois de plus, grâce à quoi? Parce qu'il y a un massif forestier autour, et donc il y a toujours un intérêt à faire attention à ce qui est fait. Et les forestiers, jusqu'à présent, ont toujours travaillé en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il y a des essences qui sont à certains endroits où on fait attention. On a même du chêne-liège dans la région. Vous savez, on a des essences qui sont excessivement intéressantes. Et donc, on a toujours fait avec attention, on a toujours travaillé en équilibre. C'est ce qui est le mot le plus important, l'équilibre. Et donc, c'est ainsi qu'il faut continuer, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup décider, on veut supprimer une essence, on en met une autre. Vous savez, les chercheurs sont très attentifs à ça. Oui. Et la nature, vous savez, vous ramène à la raison. Quand vous mettez une essence qui ne convient pas sur un terrain, moi le premier, en tant que propriétaire forestier, je l'ai expérimenté. Bon, ben on fait des expérimentations. Des fois, on nous dit, il faudrait que vous mettiez tel type d'essence. On s'aperçoit que ça ne marche pas du tout. Ouais. Et donc, il faut être très attentif. Et puis, il faut faire attention à l'environnement que nous avons aujourd'hui préservé. Donc, l'eau et la forêt, c'est un binôme qui est indispensable, qui est incontournable. Donc, ça veut dire que là aussi, pour l'eau, faisons attention à la consommation et au gaspillage. Voilà. Le mot gaspillage, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et tous les gens qui travaillent sur les matériaux biosourcés, puisque demain, je pense qu'il va falloir consommer autrement. Oui. Plutôt que de dire on va consommer toujours plus, voyons si on ne peut pas consommer moins, consommer mieux. L'eau en fait partie, déjà, donc consommons moins, recyclons peut-être notre eau avant d'aller chercher de nouveaux gisements, mais il y a quelque chose également qui est très important, c'est le chauffage. Oui. Et grâce au bois, on se rend compte que si on construit en bois,
si on isole avec des matériaux à base de fibres de bois, on va avoir un besoin de consommation énergétique en chauffage qui peut être divisé jusqu'à 10 fois. D'accord. Si la norme sort telle qu'elle doit sortir, ce qu'on appelle la réglementation technique 2020, une maison ne devrait pas dépenser plus de 150 € de chauffage par an. Beau challenge. Mais c'est réalisable. On a déjà des maisons témoins qui le font. Oui. Simplement, au lieu de... On va construire différemment. On ne va plus construire en béton, on ne va plus construire en briques ou en parpaing, on va construire avec des murs en bois, et on va mettre des isolants en bois, et on va retrouver des murs qui vont être quasiment aussi épais que les maisons de nos grands-parents, avec des murs de 80 cm isolés en bois. Oui. Mais la chaleur ne passera pas, le froid ne passera pas, et donc on aura moins besoin de chauffage, moins besoin de clim. Et ça, je pense que c'est... Alors, au départ, ça peut coûter 3, 4, 5% plus cher, mais à 10 ans, à 20 ans, oui. Et quand je parle de changement de mentalité, c'est qu'aujourd'hui, et notamment dans les constructions publiques, très souvent, ça fait même systématiquement l'objet d'un appel d'offres. Et très souvent, la collectivité qui lance cet appel d'offres retient le moins 10 ans. Mais on n'a jamais regardé le bilan à 10 ans, à 20 ans, combien coûterait ce bâtiment en entretien et en chauffage dans les 20 ans qui viennent. Alors nous arrivons à la conclusion. Tous ces thèmes sont très riches et passionnants. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures et des heures. Je l'ai bien compris. Bien Bruno que moi. Je l'ai bien compris. Alors on va essayer de conclure. Nous sommes des passionnés, oui. et nous faisons ça à titre bénévole. En plus. Donc c'est ce qui donne la valeur, parce que il n'y a absolument aucune connotation commerciale. On n'aura pas 1 € de plus à la fin du mois parce que nous avons défendu le matériau bois. Oui. Ça devait être dit et c'est important de le dire. Oui, mais je pense que c'est important de le dire. Si on n'est pas passionné, c'est un peu comme la médecine. Hein. Ouais. Si on fait ça pour de l'argent, on ne peut pas réussir. Tout à fait. Alors Bruno Lafont, si jamais on veut avoir une réflexion plus transverse donc sur l'économie, l'emploi et l'environnement, quels sont les grands projets et les belles initiatives que nous pourrions prendre au niveau de nos communes, de nos collectivités et de notre territoire ? Déjà, il faut toujours être ambitieux, mais il faut aussi raison garder. Déjà, si on peut utiliser des matériaux de nos secteurs en disant bois local, c'est déjà un challenge important, ouais. Puisque déjà on éviterait d'avoir des constructions, alors que certains élus le souhaiteraient ici. Je vous donne un exemple, sur la caserne des pompiers à La Teste, ils avaient mis du bois parce qu'ils pensaient qu'ils auraient du bois local, et malheureusement c'est du bois du Nord qui est arrivé. Donc vous voyez, ça part d'un bon sentiment. Donc ouais. Ça, il faut qu'on transforme cette façon de faire en amont. En amont, et je vous promets, c'est vraiment parce que les élus qui le souhaitaient vraiment, et ça n'a pas été possible, quoi, oui. pour une différence minime, mais malheureusement les marchés publics ont tranché. Bon, ça c'est la première chose. Après le challenge, ça a été dit tout à l'heure, on peut avoir des réseaux de chaleur. Ça fait 10 ans que moi, en tant que maire, je me bats pour avoir un réseau de chaleur qui puisse venir de la grosse unité, puisque nous avons la plus grosse unité de biomasse de France qui est installée à côté de l'usine Smurfit, puisqu'à une époque, ils consommaient 33 millions de mètres cubes de gaz, et aujourd'hui, ils en consomment 1. Ouais, donc, oui, donc c'est là la différence. Et donc on peut avoir de la chaleur passive, c'est-à-dire des restes de vapeur, etc. Donc il y a des challenges fantastiques. Donc il faut être un peu ambitieux. Il faut des fois un peu bouleverser et pousser un peu des modes. Comme nous sommes en plein changement, il faut aller jusqu'au bout. Mais vous savez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, nous sommes sur ces challenges. Et tout à l'heure, ça a été dit, quand vous allez bousculer des matériaux, pensez bien qu'on ne va pas se faire que des amis, parce qu'il y a des marchés qui existent, et il y a des gens qui sont en place. Des lobbies. Donc, des lobbies. Donc, chacun fait son travail, nous le faisons à notre façon, et c'est l'avenir que l'on peut porter, parce qu'on vous l'a prouvé tout à l'heure, il y a un avenir considérable, qu'il soit social, environnemental ou économique. Bon, Christian Ribes, voilà, vous avez des intentions, vous avez des volontés locales. Comment les faire monter au plus haut niveau ? Des volontés, elles y sont, des volontés farouches. Comme Bruno l'a dit, je pense que c'est un combat de longue haleine. C'est pas nous qui en profiterons, ce sont nos enfants. Mais les choses sont en train de changer. On parlait tout à l'heure du national. La prochaine vitrine que nous allons avoir, filière bois, ce sont les JO 2024 à Paris, où là nous avons fait ce qu'il fallait pour
pour que le bois soit présent et que nos athlètes soient logés dans des immeubles en bois, parce que c'est un sujet que nous n'avons pas évoqué tout à l'heure, mais c'est le bien-être dans des logements en bois. Ouais. Et là aussi, des études scientifiques très sérieuses démontrent que on a beaucoup moins de pathologies, beaucoup moins de maladies quand on vit dans une construction bois que dans une construction béton. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la grande majorité, pour ne pas dire presque la totalité des crèches, sont en construction bois. C'est pas par hasard. Et donc demain, ça veut dire que nous aurons des hôpitaux qui seront en bois, parce qu'on va démontrer les caractéristiques naturelles du bois, ce côté bactéricide du bois qu'aucun matériau ne peut avoir. Donc c'est ça qui est aussi important. Les Scandinaves ont un proverbe extraordinaire. Si ton médecin ne peut rien pour toi, va te reposer dans une maison en bois. Donc voilà, c'est dit, c'est clair, c'est l'humidité, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà. Le proverbe scandinave, donc ils ont 30 ans d'avance sur nous. Bon, quelle meilleure conclusion pouvait-on avoir? Donc, chers amis Actubassin TV, reposons-nous autour du bois. À très bientôt. Vous avez compris que cette filière bois est capitale. Nous reviendrons régulièrement pour vous tenir informés de ces grands projets, des initiatives qui sont prises aussi au niveau de notre territoire. Chers amis, à très bientôt. Merci.